Bonjour Rachel Knebert et puis Tony Fortin. Donc, écoutez, je suis content d'abord de vous accueillir sur Radio Libertaire, enfin dans l'émission Civis Pacem, qui est une émission pacifiste qui existe depuis le début de Radio Libertaire. Alors, d'autre part, ce qui m'a incité à vous inviter, c'est que le 25 novembre 2020, j'ai lu l'article de Rachel Kebel sur Basta, que je suis de temps en temps, qui s'intitule « Malgré les violations des droits humains, il n'y a aucune volonté politique de restreindre les ventes d'armes ». Alors bon, comme vous êtes cité souvent, Tony Fortin, bien sûr, j'ai pensé qu'il était intéressant que vous soyez là aussi pour compléter ce qu'on va dire autour de cet article. D'autant plus que l'actualité à présent de cette semaine, par exemple, avec l'accueil du général dictateur Al-Sisi à Paris, avec le tapis rouge, les poignées de main et la main dans le dos de M. Macron, nous a un peu impressionnés, mais on savait que comme il avait acheté 24, c'est ça, 24 Rafales, ben, ça valait bien une poignée de main, quoi. Et puis ensuite, il y a eu aussi à cette occasion le rapport du CIPRI, qui est paru le 7 décembre, et qui note que les ventes d'armes des 25 plus grandes entreprises dans le monde ont augmenté de 8,5%, et qu'en France, la plus forte augmentation des ventes annuelles d'armes revient à l'industriel français Dassault Aviation. Alors lui, il passe carrément de 8,5% à 105%. Alors, je ne sais pas si je me trompe dans les chiffres, hein, j'espère que non. Bon, alors, comme peut-être que tous les auditeurs de Civis Pacem ne vous connaissent pas encore bien, on va vous présenter et je vais vous demander en même temps de vous présenter vous-même. Et puis, on va peut-être commencer par Rachel Knebel. Alors, Rachel Knebel, je sais que vous êtes journaliste et écrivaine. J'ai lu de vos articles, surtout dans le Monde Diplo, parce que je suis abonné au Monde Diplo, sur l'Allemagne. J'ai vu aussi que vous avez fait plusieurs articles sur l'Allemagne dans Politis. Et puis France Culture aussi, il y a une émission sur la chute du mur de Berlin. Alors, quelle relation vous avez avec l'Allemagne? Parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien l'Allemagne. Oui, bah, j'ai été correspondante pour des médias sur l'Allemagne et notamment Politis, et je suis toujours entre les deux pays. Et c'est vrai que par rapport à la question des exportations d'armement, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Allemagne parce que le contexte est différent, l'engagement politique de partis, notamment à gauche, est différent, la relation au pacifisme est différente et du coup, souvent, le regard d'avoir un œil sur l'Allemagne sur ce sujet-là permet de voir aussi un peu les choses autrement sur ce qui se passe en France. Voilà, moi, si vous avez dit, je suis journaliste. En ce moment, enfin depuis quelques années, principalement à Bastamag, donc bastamag.net, média en ligne, indépendant, financé par ses lectrices et ses lecteurs. Comme Donc, le Canard voilà, enchaîné. comme le Canard enchaîné, mais qui est sur abonnement. Nous, on est en accès libre, j'avais oublié de dire. Donc, vous pouvez aller sur Bastamag, lire tous les articles, mais vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur le site. Et voilà, je pense que ça suffit. Alors, sur Bastamag, j'ai vu que vous vous intéressez, il y a pas mal d'articles sur l'Allemagne, mais surtout aussi sur l'éducation. Alors, c'était intéressant parce que vous parlez notamment de la rude rentrée des universités, de la précarité des étudiants. Alors, est-ce que vous avez des liens aussi dans l'éducation? Parce que je vois que vous connaissez bien le monde de l'éducation. Non, pas spécialement. On suit beaucoup de sujets à Bastamag. Donc, évidemment, la loi, la LPPR, la loi sur la programmation du financement de la recherche et de l'université, c'est quelque chose qu'on a suivi. Et parmi d'autres sujets, hein, j'écris aussi sur les mouvements de personnel dans la santé, sur la crise sanitaire, sur les mobilisations dans les hôpitaux, etc. Alors, sur la santé, moi, je viens de finir la lecture de votre livre sur la psychiatrie, livre qui s'appelle « La révolte de la psychiatrie,
les ripostes à la catastrophe. Alors là, c'est un livre très important, surtout actuellement après la crise ou pendant la crise du Covid, parce que de plus en plus, et moi je suis touché aussi dans ma famille à cause de ça, on entend parler justement de ces problèmes de psychiatrie. Alors, ces problèmes de santé vous intéressent aussi, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Le livre sur la psychiatrie, on l'a coécrit avec Mathieu et Lauriane Bellassène, qui sont psychiatres tous les deux dans le public, dans le secteur public. Et on l'a écrit, oui, suite aux mobilisations qui ont été pour le coup médiatisées très très fortes en psychiatrie en 2018, la grève de la faim à Rouen, l'occupation d'un toit d'un hôpital psychiatrique au Havre et les grèves et les occupations, les campements qui ont eu lieu un peu partout. Et à partir de là, à partir justement de ces mouvements assez exceptionnels et inédits, dans la psychiatrie, on a écrit ce livre pour raconter l'état de la psychiatrie qui est le fait comme on dit, de 30 ans de management, de gestionnaire, qui a les mêmes effets dans la psychiatrie que dans le reste de l'hôpital, avec aussi toutes les spécificités qu'ont la psychiatrie, à savoir les soins sans consentement, le rapport à la justice, etc. Et on a voulu aussi parler de tout ce qui se passe au niveau alternative et propositions du côté des personnes en soins, des soignants en psychiatrie. Donc ça n'a pas tout à fait à voir avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais Eh bien, oui, je ne sais pas si ça ça va rejoint. pas à voir totalement, parce que, bon, là, on va revenir tout à l'heure au sujet principal de notre émission, hein, qui est quand même les ventes d'armes françaises. Mais je vois que le 24 novembre 2020, vous avez donné un entretien à Bondy Autrement, et vous déclarez l'année, non, c'est pas ça, l'année Ah, c'est 2020 pas a moi. été très difficile pour tout le monde. Non, c'est pas vous? Moi, je n'ai pas donné d'entretien à Bourdieu autrement. Alors, parce que là, justement, dans ce sujet, alors c'est pas vous, mais Ce n'est on pas moi. disait aussi que la crise du Covid actuellement pouvait entraîner peut-être des graves débouchés sur la guerre de tous contre tous. Non, c'est pas vous. C'était peut-être un entretien que j'ai réalisé avec un économiste, Éloi Oui, Laurent, que oui, c'est nous ça. avons publié sur Bastamag. Alors peut-être que le site Bondy Autrement l'a repris. Je ne suis pas au courant, mais ce n'était pas moi qui a dit ça. Alors c'est l'économiste Éloi Laurent qui vient de publier un livre très intéressant qui s'appelle Et si la santé guidait le monde Voilà, c'est ça. Alors, voilà. Mais c'était pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Et donc c'est ah bon, donc là, bon, il n'y a donc pas eu de piratage particulier sur Bondy autrement. Ils ont repris l'article. Bon, Bon, c'est pas très grave. c'est pas très grave. Non. Alors, votre intérêt pour l'armement et pour les armes, d'où il vient? Bah, alors peut-être Tony pour aller. Enfin, parce que par Tony exemple, va parler après, parce que Tony, d'accord, non, non, mais on va d'où il vient? l'entendre. Parce que justement, comme on disait un peu dans le dernier article, jusqu'à assez récemment, quand même, il y a quelques années, en France, en tout cas, moi j'ai l'impression, les voix qu'on entendait dans le débat public qui s'opposaient ou qui, en tout cas, portaient une voix demandant un meilleur contrôle et une restriction des exportations d'armements de fabrication française dans des pays tiers et notamment hors de l'Union européenne, elles n'étaient pas très nombreuses. Il y avait évidemment l'Observatoire des armements, vous, à Amnesty International, et Bric Éluin travaillent sur le sujet depuis quelques années, depuis un moment déjà. Mais c'est pas quelque chose qui, dans les médias notamment, était traité largement, ou alors dans les médias économiques pour se féliciter des contrats de Dassault et compagnie avec n'importe quel pays, quelle que soit la situation dans le pays acheteur. Et justement, pour revenir à l'Allemagne, en 2015, par exemple, quand la guerre au Yémen a commencé, menée par une coalition belligérante avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis à l'intérieur, en Allemagne, c'était pas possible de passer à côté de ce débat-là. Mais alors, ça fait des années que l'Allemagne est aussi un énorme exportateur d'armement à l'étranger, notamment vers l'Arabie Saoudite. Et du coup, le sujet a fait tout de suite débat. Des élus de gauche, Die Linke, des Verts, ont tout de suite posé des questions au gouvernement pour avoir les données, les chiffres. Et ça a été tout de suite un débat public assez large dans la société civile, au Parlement, de se demander, mais voilà, à quoi servent ces armes qu'on a vendues depuis 2010 pour des milliards et des milliards d'euros à l'Arabie Saoudite, et quelle est la responsabilité de nous, de nos pays, à vendre ces armes
un pays qui aujourd'hui fait la guerre. Il faut vraiment surveiller ça. Donc, c'est aussi comme ça que nous, à Bastamac, on a commencé à s'intéresser au sujet plus profondément. Et c'est à ce moment-là aussi que le traité sur le commerce des armes était en négociation au niveau international. Donc évidemment, tout ce contexte-là a fait que on a vraiment décidé de suivre le sujet de près, et on a continué à publier, moi et d'autres articles écrits par Anne-Sophie Saint-Père sur le sujet depuis. Et donc, ça vous permettait de faire la différence entre ce que vous entendiez en Allemagne et ce que vous entendiez en France, parce qu'en France, c'était presque silence radio. Depuis 2015, ensuite, à partir de 2015, ça a commencé à faire débat, mais c'est vrai que c'était presque silence radio. Il y a des organisations comme l'Observatoire des armements, il y a d'autres ONG, mais c'est vrai qu'au niveau des politiques, si on cherche, en 2015, on fait un article, ou même 2014, l'année d'avant, j'avais travaillé sur la question des drones armés que l'armée française voulait acheter, enfin, qu'elle voulait s'approvisionner en drones armés. Chercher des élus, des parlementaires qui s'intéressent au sujet, sont calés, mais sont pas dans le soutien à l'industrie nationale de l'armement, c'est difficile. Il y a peu de parlementaires en fait qui s'investissent sur le sujet. Alors c'est aussi parce qu'on leur pose peu la question. Le Parlement a peu de pouvoir en France sur le sujet, donc ils ont peu d'occasion de s'intéresser au sujet. Mais ça, c'était assez surprenant, cette différence, alors qu'au même moment, en Allemagne, c'était les parlementaires de gauche qui poussaient le gouvernement à être plus transparent et qui poussaient notamment le débat public. Bien, ben nous allons peut-être maintenant écouter Tony Fortin, si vous êtes d'accord. Alors, Tony Fortin, bon, vous êtes, vous, chargé d'études à l'Observatoire des armements. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Bon, alors, dites-nous un peu, même si nous, à l'Union pacifiste et à Civis Pacem, on connaît déjà bien l'Observatoire des armements, parce que nous avons des personnalités qui font aussi partie de l'Union pacifiste, comme Maurice Balmé, Patrice Bouvray, Jean-Michel Lacroute, et j'en oublie. Bon, dites-nous un peu, déjà, rappelez-nous plutôt, qu'est-ce que c'est cet Observatoire des armements qui est basé, je signale, à Lyon? Oui, l'Observatoire des armements, c'est une association qui a été fondée en 1984 par des objecteurs de conscience et qui souhaitaient justement mettre la lumière sur la politique militaire française à travers deux axes, les ventes d'armes et les armes nucléaires, arriver à aller vers la voie du désarmement nucléaire, mais aussi questionner les ventes d'armes et les mettre dans le débat public, accroître la transparence et se poser aussi plus généralement la question de la place du militaire dans la société française et de tenter, autant que faire se peut, de diminuer cette place-là par des actions, un soutien pour moi à des ONG, à des militants, par l'information, la recherche, voilà, par ce travail de documentation dans un centre qui est effectivement ouvert à tous. Et alors vous, Tony Fortin, comment vous avez rejoint cet Observatoire des armements? Vous aviez quelque chose à voir avec l'armée? Vous aviez des comptes à régler? Alors moi, c'est à la fois on est tous amenés par des épisodes personnels, voilà, à être à un moment donné à se questionner sur la relation au pouvoir. Moi, notamment, je jouais à des jeux vidéo quand j'étais jeune et je m'intéressais beaucoup sur pourquoi il y avait autant de jeux militaires, pourquoi il y avait autant de jeux de guerre. Ça m'a beaucoup interrogé et j'avais publié pas mal de papiers là-dessus et je me suis redirigé vers des études j'étais de départ dans des études de droit, je me suis redirigé vers les droits de l'homme et à Lyon, et là, au moment où il fallait faire un stage, je suis entré à l'Observatoire des armements pour faire Comment mon vous avez stage. été accueilli à l'Observatoire des armements? Ah, très très bien, très très bien. C'est pour ça que j'y suis resté. C'est que ça m'a beaucoup plu et voilà, j'ai pu développer tout un travail de recherche sur la réglementation sur les intermédiaires dans les transferts d'armement, ce qu'on appelle les courtiers ou les trafiquants d'armes. Et puis après, je me suis dit que c'était une association qui fonctionnait en accord avec ses valeurs.
Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais essayer, même s'ils peuvent pas m'engager professionnellement, je vais rester en tant que militant. Voilà. Et puis après, ben, j'ai fait ma vie un petit peu à Paris et je suis revenu il y a 5 ans sur Lyon. Voilà, pour justement, voilà, peut-être continuer ces activités de l'Observatoire et aussi parce que Patrice Bouvray, l'actuel fondateur, prenait sa retraite. Voilà. Vous avez peut-être connu aussi Jean-Luc Thierry, objecteur de conscience et insoumis, qui a été à un moment donné le responsable des campagnes de Greenpeace France contre les essais nucléaires. Ah, Vous tout à fait, l'avez connu? je connais bien Jean-Luc, oui, 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 oui. Il vient de temps en temps, il continue à suivre les activités de l'Observatoire. Voilà, moi je l'ai connu à Greenpeace à une certaine époque, mais il n'est pas resté très longtemps à Greenpeace, il est retourné à Lyon. Mm. Mm. Bien, et puis alors j'ai vu, Tony Fortin, que bon, il y a plusieurs, bien sûr, articles qui paraissent de vous dans Le Monde, dans Libération, sur les robots tueurs, dans l'Humanité, sur la vente des armes Mm. au Proche-Orient, etc. Mm. Donc vous êtes quand même très demandé aussi, comme pourquoi on vous demande, vous spécialement, euh, pour renseigner les journalistes, par exemple? Alors nous, oui, l'Observatoire, bah, c'est l'Observatoire qui s'est construit bah, collectivement par les militants. Ben, une forme de statut, c'était pas gagné au début, hein, puisque au début, c'était quand même des objecteurs de conscience qui réunissaient leur documentation et puis petit à petit, en faisant tout un travail de recherche, d'investigation, de mobilisation de la société civile sur les essais nucléaires, les ventes d'armes, bah forcément, les gens vous considèrent un moment comme un pôle d'information sur le sujet et on est contacté quand même régulièrement effectivement par les médias. Et puis comme Rachel le dit, c'est vrai que depuis la guerre au Yémen, il y a effectivement une remontée de ce sujet dans l'opinion publique avec un certain nombre d'articles qui ont été publiés sur le sujet, également des manifestations dans les ports du Havre, à Marseille, voilà, et puis tout un travail de plaidoyer coordonné réalisé par les ONG sur le sujet pour essayer de pousser, voilà, pour davantage de transparence, de contrôle parlementaire et peut-être, on l'espère, en tout cas, l'observatoire de limitation et de restriction des armements, mais on est encore loin. Effectivement, si je lis l'article donc de Rachel dans Bastamag, malgré les violations des droits humains, alors là, bien sûr, on parle de la guerre au Yémen, il n'y a aucune volonté politique de restreindre les ventes d'armes. Alors, bon, là, ça, effectivement, on le constate. Mais pourquoi justement ces ventes d'armes? Est-ce que c'est uniquement de l'économie? Est-ce que c'est uniquement des milliards qui rentrent en France, des emplois, etc. Alors là, je vous pose la question à tous les deux, parce que Rachel développe ce point dans son article, et puis peut-être que Tony a besoin de rajouter quelque chose. On va écouter Rachel d'abord. D'accord. Mais déjà, vous parliez de violation des droits humains. Il s'agit du Yémen, il s'agit aussi de l'Égypte. Vous en parliez au début, Al-Sisi qui vient en France et notamment le gouvernement qui probablement essaie de négocier des ventes aussi d'armement à cette occasion. La question, c'était, ça représente l'économie de l'armement représente. Alors, on dit Enfin, qu'il y c'est un a secteur. 7 Pardon. milliards, on parle de milliards. Oui, bah pour l'Arabie Saoudite, oui, c'est en milliards, évidemment. Oui, c'est des chiffres énormes, impressionnants. C'est un secteur stratégique pour l'État parce que ce que disent souvent les pros ventes d'armement, ils disent mais si on n'exporte pas de l'armement, on ne peut pas rester au niveau en termes technologiques, de développement, etc. pour notre propre armée. Bon, c'est un de leurs arguments qu'il faut exporter pour rester au niveau. Et l'autre argument, c'est les emplois, mais je pense que Tony aura des choses à dire là-dessus. C'est pas, enfin, les emplois, ils peuvent être ailleurs. C'est pas, ils peuvent pas avoir des emplois pour construire des avions Rafale. Les mêmes personnes qui travaillent pour construire des Rafales, ils peuvent construire des biens civils. Ils sont pas obligés de construire
de l'armement lourd à exporter. D'ailleurs, quand il y a quelques années, je parlais à des syndicalistes aussi de boîtes d'armement, de Thales, d'Airbus, enfin du volet armement d'Airbus, eux, ce qu'ils disaient, syndicalistes CGT, je crois, si je me souviens bien, ils disaient, eux, ils portent des projets notamment de reconversion des savoir-faire dans des biens civils, notamment dans des biens de technologie. Il y a un projet de télescope au Chili très très évolué. Enfin, il disait, tout ce qu'on fait pour les canons, par exemple, on peut aussi les utiliser pour d'autres choses. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible pour eux, en tout cas, même du point de vue des travailleurs, de reconvertir cette industrie. Et leur position, d'ailleurs, c'était aussi de dire on n'est pas contre exporter à des pays, des petits pays européens, par exemple, dans le sens où ces salariés disaient bon, pour nous, ils ont une armée, ils doivent avoir du matériel, mais même au sein des travailleurs, des syndicats de ces entreprises, il y a une opposition à exporter vers des pays instables, des pays autoritaires, des pays qui violent les droits humains, notamment. Donc, c'était juste pour dire que ce débat sur l'économie versus respect des droits humains, mais aussi des engagements internationaux qu'a pris la France, traité sur le commerce des armes, position commune de l'Union européenne, il a lieu aussi à l'intérieur des entreprises. Vous êtes d'accord, Tony? Oui, en ajoutant qu'en fait, c'est pas tellement une affaire strictement économique, puisque les ventes d'armes ne représentent que 1,3-1,4% du total de nos exportations. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire le choix de les réorienter vers d'autres domaines. C'est plus effectivement pour des raisons stratégiques. C'est parce que c'est des vecteurs d'une politique et d'accords économiques ultérieurs. C'est pour ça qu'on vend des armes, c'est que ça nous permet d'accéder à des régimes et après que ceux-ci satisfassent à nos demandes dans l'accès à des matières premières, dans l'octroi d'un certain nombre de contrats économiques pour des entreprises françaises. C'est davantage comme ça qu'il faut le voir, c'est un peu l'expression de la politique française dans un certain nombre de régions du monde, voilà, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique de l'Est, etc. Donc, ça veut dire que ça ne touche pas simplement, par exemple, le ministère des Armées, mais ça touche aussi le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que c'est aussi de la diplomatie armée, bien sûr, dans certains pays. Et est-ce que vous pensez que c'est pour ça que ça doit passer par le Parlement, par exemple? Parce qu'en France, les parlementaires ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Tony, tu veux juste du coup peut-être, enfin par exemple, vous parlez de quels ministères sont impliqués dans le conseil interministériel qui est censé valider, qui valide les exports. Si je me trompe pas, Tony me corrigera, mais Oui, je vous entends moins, Rachel. On va reprendre, hein? Là, j'ai pas entendu ce qu'a dit Rachel. Mais Attendez, on va reprendre. il y a une petite coupure. Il y a une petite coupure. Non, c'est bon. Alors, oui, Rachel, justement, on était en train de parler. Ah, Rachel, oui, j'ai été déconnectée, ça pardon. y est, vous êtes revenu. Bon, très bien. Alors, Rachel, là, justement, vous parliez de ce qui concerne le Parlement. Sur le rôle du Parlement, bah, c'est ce que c'est ces Non, notes. pardon, sur les ministères, c'est-à-dire le Oui, ministère je parlais. Voilà. Il y a un conseil interministériel qui valide les exports d'armement. Et si je me trompe pas, peut-être Tony me corrigera, il y a des représentants de différents ministères, dont l'économie, la défense et je crois aussi les affaires étrangères. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez Oui. quelque chose à rajouter, Tony, là-dessus? Bah, oui, le problème du système actuel, c'est que le pouvoir exécutif, le président de la République, le Premier ministre, bah, sont à la fois en charge de la promotion des ventes d'armes, mais aussi de leur contrôle. On n'a pas de point de vue externe, puisque, comme l'a dit Rachel, c'est la CIEM, une commission interministérielle qui réunit différents ministères qui se chargent de la décision d'octroyer ou non de l'armement à tel ou tel pays
qui se charge notamment de la conformité de ces licences d'exportation, enfin, en apparence, avec les textes internationaux que la France justement a adhéré, comme le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne. Donc, à la fois, l'exécutif est à la fois jugé parti, et c'est là où il y a un problème, c'est qu'il devrait y avoir un tiers dans ce dispositif qui est le Parlement, qui justement devrait avoir un droit de regard, au moins sur le sujet, avoir accès au contrat d'armement en question, pouvoir donner son avis, pouvoir dialoguer avec les ONG là-dessus, faire un travail d'enquête, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Et c'est vrai qu'on a, comparé aux autres pays de l'Union européenne, comme la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, on a à peu près 20 ans de retard là-dessus, ce qui est quand même un peu inquiétant. Alors, il y a deux députés, Jacques Maire et Michel Tabarot, qui ont remis un rapport, paraît-il, le 18 novembre 2020. Justement, ça s'appelle Délégation parlementaire pour le contrôle des exportations, véritable pouvoir de contrôle. Point d'interrogation, est-ce que c'est un véritable pouvoir de contrôle? Ça, c'est moi qui ai remis le point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport? Je suppose que vous l'avez lu. Moi, j'ai simplement écouté ce que disaient Jacques Maire et Michel Tabarot. En somme, ça allait résoudre presque tous les problèmes, sauf le secret défense. Tony Fortin. Ce rapport, il est intervenu dans un contexte particulier. C'est-à-dire il faut savoir que c'est venu d'une part d'une mobilisation de la société civile qui a poussé un certain nombre de députés de la majorité à déposer une résolution demandant une commission d'enquête sur le Yémen. Mais le gouvernement s'y opposait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué l'initiative parlementaire, mais il a donné son feu vert à la Commission des Affaires étrangères pour créer cette mission d'information. Voilà. Dédiée au contrôle des ventes d'armes, dont les rapporteurs sont, comme vous l'avez dit, Jacques Maire et Michel Tabarot, voilà, qui ne sont pas des pacifistes notoires. Donc voilà, après ils ont travaillé effectivement pendant 2 ans sur le sujet, ils nous ont auditionné des industriels, beaucoup d'industriels, beaucoup de personnel des ministères là-dessus. Et effectivement, sur certains points, évidemment qu'il accède à certaines demandes des ONG d'un point de vue technique. On revendiquait notamment plus de transparence dans le rapport au Parlement, avec, comme à l'instar des autres pays de l'Union européenne, que le rapport au Parlement qui sort chaque année et qui nous donne des informations sur les ventes d'armes, mais comprenne les informations essentielles, parce que à l'heure actuelle, c'est une brochure publicitaire. Et dans les autres pays de l'Union européenne, on a accès au type et au type précis et aux quantités de matériel qui sont exportés par pays. Et de même, c'est vrai qu'on demande depuis de très nombreuses années, mais pas depuis même le Yémen, depuis au moins 30 ans, depuis la première guerre d'Irak, en fait, la mise en place d'un contrôle parlementaire, c'est-à-dire pourquoi pas la mise en place, comme ils le disent, d'une délégation parlementaire permanente qui aurait accès à certaines données classées secret défense et pourrait justement enclencher ce dialogue avec l'exécutif, les ONG, jouer son rôle d'alerte auprès de l'exécutif. Alors ça, il n'y a pas trop de problème, ils accèdent à peu près à ces demandes. Le seul souci, c'est d'une part sur le plan du contrôle, cette commission parlementaire permanente fonctionnerait en cercle restreint, puisque selon un format très limité où on vous explique en prenant moult précautions que un certain nombre de débats doivent se tenir en secret, que les députés seraient amenés à émettre des recommandations générales pour le grand public, mais tout ce qui serait précis, il y a des situations pays précises, serait de l'ordre du confidentiel défense, incluant les échanges avec l'exécutif.
De même, voilà. Donc on a une volonté quand même. De même, cette commission en fait n'inclurait pas tous les groupes politiques, mais se réduirait en fait à la majorité et l'opposition de la commission de la défense, des affaires étrangères et du Sénat et de l'Assemblée nationale, en tout quasiment, je crois, 9 membres, mais qui seraient tous plus ou moins affiliés effectivement soit aux Républicains, soit à LERM. Et ça, évidemment, c'est de nature, évidemment, à limiter le débat public sur ce sujet. Et puis, les grandes réserves de fonds, c'est bien sûr tout l'argumentaire qui sert à justifier ce contrôle parlementaire. Pour les rapporteurs, ça explique ce format limité, c'est que ce contrôle parlementaire doit servir à relégitimer la politique d'exportation d'armes et pas à réduire le volume total d'armes exportées. Et du coup, on aboutit à des situations un petit peu ubuesques dans ce rapport. On vous explique que dans le dialogue entre la France et l'Allemagne sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, c'est quand même l'Allemagne qui déconne, hein. Voilà, parce qu'elle ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de la France, quoi. C'est quand même assez un paradoxe, c'est quand même une ironie de la part de rapporteurs qui ont été amenés à travailler ce sujet du fait de la guerre au Yémen, quoi. Voilà, parce que si effectivement l'Allemagne a montré une certaine inflexion dans sa politique, c'est précisément en raison de la guerre de ce qui s'est passé au Yémen. Donc là, c'est vraiment un inquiétant renversement de perspective. On vous explique aussi dans le paragraphe sur les droits humains, chacun appréciera qu'on peut vendre des armes à l'Irak en guerre, que c'est pas très gênant dans la mesure où en fait on a un partenariat stratégique avec les autorités irakiennes. Bon, ce genre de choses. Donc il n'y a pas une volonté, ça part pas d'une volonté de restreindre effectivement nos ventes d'armes. Effectivement, moi j'ai écouté ce que disait Jacques Maire et il précise bien qu'il n'est pas question ni de freiner la fabrication ou l'exportation des armes, et notamment c'était surtout pour l'image de marque de la France qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop ternie à l'extérieur, donc on allait mettre une commission parlementaire. Et j'ai appris aussi dernièrement, là par Mediapart, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'il y aurait une manipulation du côté de l'exécutif pour empêcher que ce rapport aboutisse. Comme souvent, ces rapports finissent dans des tiroirs et après avoir laissé les gens travailler pendant 2 ans, vous m'avez dit. Alors, ce que j'aimerais savoir, Rachel, comment est perçue de l'Allemagne justement cette politique en France ? Alors, Tony rappelait l'épisode dont il est question dans le rapport, les 2 députés qui disent qu'il faudrait quand même pas laisser le débat qui a lieu dans la société en Allemagne, et qui a lieu au niveau de la société civile, nous empêcher de vendre des armes. C'est quelque chose que en fait Macron avait déjà dit au moment où le gouvernement allemand avait décidé d'un moratoire sur les livraisons déjà autorisées vers l'Arabie Saoudite suite à l'assassinat du journaliste Jamel Khashoggi. Macron avait dit c'est de la pure démagogie. Bon. Et dans ce document que vous citiez, qui a été révélé par Mediapart et Disclose qui fait un travail très 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 approfondi depuis plusieurs années justement sur les ventes d'armes françaises au Yémen, cette note secrète envoyée au gouvernement pour dire il faut surtout pas écouter ce rapport parlementaire qui est pourtant, Tony l'a dit, très 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 modéré et très mou, et qui est pas du tout radical et qui est pas du tout pacifiste et qui veut pas du tout restreindre les ventes. Cette note dit il ne faut pas encore une fois céder à ce qui se passe en Allemagne. On dirait dans la note qu'ils ont peur du Parlement allemand, qu'ils ont peur du débat public en Allemagne, et qu'ils veulent surtout pas qu'il y ait une collaboration entre les parlements de différents pays européens, comme ce qui pouvait être discuté dans le rapport. Du coup, vu d'Allemagne, c'est curieux. Ce qui est curieux, c'est de voir aussi l'Allemagne depuis la France, d'entendre que quand on voit le débat public qui a lieu en Allemagne, qui n'est pas manipulé, qui d'un côté, il y a des élus, il y a
des ONG, mais il y a aussi les églises protestantes et catholiques qui sont très engagées pour la paix et contre les exports d'armement, des syndicats, il y a des militants pacifistes historiques comme Jürgen Gresslin qui a réussi à faire condamner vraiment en justice des fabricants d'armes légères pour export illégal dans des zones d'instabilité. C'est assez curieux de voir qu'en France, le président qualifie une décision politique qui, en fait, fait suite à une demande de la société de démagogie et que ce soit les parlementaires ou cette note au gouvernement disent que c'est d'idéologie, etc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'il y a une coalition qui s'appelle Grande Coalition au pouvoir depuis 2017 entre le Parti conservateur, qui est plutôt pour vendre des armes en général et exporter des armes, et les sociodémocrates, et que de fait la pression à gauche a fait que les sociodémocrates ont poussé à négocier dans le contrat de coalition un arrêt je crois un contrôle parlementaire sur les exports d'armes légères et un arrêt des nouvelles licences d'exportation vers les pays belligérants au Yémen. Et ensuite, il y avait la question qui s'est posée du moratoire sur les exportations déjà autorisées suite à l'assassinat de Khashoggi. Moratoire qui vient d'être, c'était il y a quelques jours, je crois, prolongé jusqu'à fin 2021, sauf pour les projets de partenariat européen, parce que là encore, la France a dit « oulala, c'est pas possible, nous on a des exportations communes sur des missiles par exemple, enfin il y a des pièces allemandes, il y a des pièces françaises, on ne veut pas que nos exports à nous soient bloqués par une décision du gouvernement allemand. » Donc c'est pas juste la France depuis l'Allemagne, c'est très curieux de voir ce qui se passe. C'est assez bizarre et parfois un peu absurde. Mais vous avez eu l'occasion d'interroger les Allemands sur ce qu'ils pensent justement des accusations de la France envers eux? Non, des Allemands, après, ça voudrait dire, de toute façon, quand on interroge des députés de gauche allemands qui sont engagés sur ce sujet, bon, c'est des positions tellement différentes, tellement. Alors aujourd'hui, depuis la guerre au Yémen, il y a eu des députés qui commencent vraiment à prendre position contre les exports vers des zones instables, mais le fossé est tellement grand, c'est un peu difficile, je pense, pour eux de comprendre ce qui se passe en France. Et même le manque l'absence de pouvoir du Parlement sur le sujet. Je pense que c'est pas forcément facile à percevoir du côté allemand. Alors, Tony Fortin, j'ai écouté une émission qui a été faite sur France Inter il y a un an à peu près, je crois, avec Anne Poiré, qui a écrit le livre Mon pays vend des armes, dont nous avons rendu compte dans notre journal de l'Union pacifiste. Et le titre de cette émission, c'était Vente d'armes, faut-il plus de transparence? Alors, vous aviez en face de vous, bien sûr, le général Jean-Paul Pata, je ne sais plus comment, Méros, là. Paloméros. Et là, vous lui avez répondu des choses intéressantes, j'ai l'impression. Donc, bien sûr, vous nous l'avez déjà dit, qu'il ne s'agissait pas simplement d'économie, mais qu'il s'agissait aussi de stratégie, si on peut dire. Et puis, alors là, il n'était pas d'accord, mais je le comprends. Bon, vous disiez presque que la France intervenait, par exemple, en Arabie Saoudite, bien avant le démarrage de la guerre avec le Yémen. Oui, en fait, c'est là où effectivement, je pense qu'il faut à un moment donné élargir le débat. C'est-à-dire que en fait, la France n'a pas fait que vendre, elle ne fait pas que vendre des armes comme elle vend des pains au chocolat ou des bananes. Ça s'inscrit généralement dans une politique qui est de s'implanter dans un territoire donné parce qu'elle a un objectif. Et l'objectif par rapport au Yémen, c'est beaucoup interrogé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les ventes d'armes avaient explosé peu avant le conflit et pendant la guerre au Yémen. Les ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on était autour de 400-500 millions d'euros d'armement livrés effectivement à l'Arabie Saoudite en 2014 et on est passé en 2015 à 900 millions. En 2016, 2017, 2018 et 2019, là, on dépasse le milliard.
en fait, vous voyez. Et on a eu des témoignages de gens qui venaient de l'industrie d'armement qui nous ont dit, bah, moi, je bossais sur un certain nombre de ces contrats qui étaient, voilà, et ces contrats étaient destinés à l'origine au Liban, hein, les armements payés par l'Arabie Saoudite, mais destinés aux forces libanaises. Et on s'est aperçu que ces contrats, après, ont filé vers le Yémen. Donc, un certain nombre d'industriels m'ont dit, bah, on sait très bien en fait que on a voulu en gros préparer cette guerre en secret, faire un montage pour justement que ces préparations d'armement passent crème et qu'il n'y ait pas de débat et que ça choque personne parce qu'on savait qu'on préparait une intervention militaire d'ampleur dans ce pays-là. Bon, et récemment, on s'est beaucoup interrogé sur pourquoi ces ventes d'armes. C'est pas uniquement vendre des armes, voilà. C'est aussi parce qu'on a des intérêts au Yémen. On a des intérêts notamment gaziers avec Total, qui justement est implanté au Yémen au sud et qui est le premier investisseur privé du pays, hein. Et il est très clair que voilà, dans cette zone-là, que les Émirats ont prise, il y a très probablement, et on en est quasiment certain, c'est-à-dire un rôle de la France qui est précisément de profiter de l'accaparation du sud du Yémen par les Émirats pour étendre son influence dans la région et sa conquête effectivement du gaz. Et cette stratégie, elle n'est pas uniquement au Yémen. Elle est plus globale. Elle touche l'océan Indien, puisque Total a acquis de nombreuses positions depuis 2013 sur tout l'est de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, où se développe là encore une insurrection, hein, parce qu'au Yémen, quand Total s'est installé, il y a une insurrection qui s'est développée, hein, à la fin des années 2000, c'est ce qu'on oublie un petit peu, hein. Et la même chose se reproduit au Mozambique aujourd'hui. Total s'installe avec d'autres compagnies pétrolières et effectivement, une insurrection se développe. Et là encore, on retrouve les Émirats. Voilà, les Émirats qui fabriquent de l'armement en coopération avec la France et des patrouilleurs que l'on a vendus au Mozambique, qui ont été présentés comme servant à la pêche, mais qu'on retrouve sur les installations Total. Et pire, au moment des combats entre les forces, les sociétés militaires privées qui sont déployées sur place et les groupes terroristes, un de ces patrouilleurs tombe aux mains des groupes des insurgés. Donc on voit que c'est une stratégie plus générale. La France est associée avec les Émirats et cette association sert aujourd'hui à peser dans certaines régions du monde pour des intérêts énergétiques. Si je peux rebondir sur… pardon. Non, je voulais rebondir sur la question du Mozambique et de la vente de patrouilleurs. C'est qui a vendu ces patrouilleurs au Mozambique? C'est une entreprise qui s'appelle Privinvest, qui est basée d'une part aux Émirats, enfin à Abu Dhabi, d'autre part à Cherbourg, en fait, c'est les constructions mécaniques de Normandie, qui est dirigée par Iskandar Safa, qui est un milliardaire franco-libanais, qui est aussi le propriétaire du journal Valeurs Actuelles. Juste pour situer, c'est aussi un personnage auquel on s'est intéressé à Bastamak. Et du coup, ce contrat de patrouilleur, il a été normalement, c'était un contrat de chalutier. Il a été présenté pour être un contrat de vente de chalutier pour faire de la pêche, financé par des prêts internationaux au Mozambique dans ce but-là. En fait, il y avait aussi des patrouilleurs qui servent plus particulièrement en fait à protéger les champs gaziers de Total. Les chalutiers servent à rien et rouillent. Et ça, on le sait parce que il y a eu des enquêtes de fait par le FMI et par les institutions qui ont prêté de l'argent au Mozambique pour honorer ce contrat de livraison de patrouilleurs et de soi-disant chalutiers. Et un prêt qui en fait est complètement, enfin qui a été remis en cause et qui aujourd'hui a aussi un rôle à jouer dans la situation financière dramatique de la dette publique du Mozambique aujourd'hui. Donc c'est aussi un cas vraiment intéressant, ce contrat avec le Mozambique.
Et les Émirats qu'on retrouve aussi aujourd'hui en partenariat avec la France et la Grèce. La Grèce va acheter des Rafales, mais une partie de ce contrat, c'est notamment le rachat des Mirage 2000 qu'on a vendus aux Émirats. Voyez. Et les Émirats, à travers effectivement Privinvest et Iskandar Safa, mais qui est en association avec la France, puisque Iskandar Safa est lié au réseau Pasqua, les libérations des otages du Liban, etc. Mais voilà, cette matrice franco-émirati a acheté des chantiers navals en Grèce, en Allemagne et aussi en France à des périodes un petit peu différentes, mais qui explique aussi le rôle, enfin, pourquoi l'Allemagne a une attitude timide aussi par rapport aux Émirats, quoi. C'est-à-dire il y a une imbrication d'intérêts qui est très importante et on peut comprendre, voilà, parce que généralement sur le conflit méditerranéen, on met le holà sur la Turquie, on a bien raison. Hein. Mais de l'autre côté, il faut quand même se rendre compte qu'on a contribué à militariser la région, d'une part avec ce récent contrat Rafale, voilà, promis à la Grèce, hein, qui est contraire à la position commune de l'Union européenne, mais aussi évidemment en rachetant les chantiers grecs au moment de la crise économique suite à une pression terrible sur le gouvernement grec, il est certain qu'en installant Safa là-bas en Grèce, alors que les Émirats sont responsables de trafic d'armes et montent des opérations louches là où ils sont, on n'allait pas rassurer la Turquie, hein, qui était située à proximité. Hein. Voilà, parce qu'on savait que Iskandar Safa, qui ne produit pas des bananes ni du chocolat, il produit des patrouilleurs qui vont justement permettre de se positionner dans des eaux qui sont contestées entre la Grèce et la Turquie. Et l'achat de ces chantiers en Grèce, c'est 2010, vous voyez. Hein, 2010, c'est une année charnière. C'est l'année aussi où Total s'implante dans le sud du Yémen. C'est l'année, c'est un an après la signature de l'accord de coopération militaire entre la France et les Émirats qui conduit à l'ouverture d'une base à Abu Dhabi, etc., etc. Alors effectivement, vous avez cité à plusieurs fois le Liban. Il se trouve que j'étais moi-même, je travaillais au Liban en 75 et 76, 1975-1976, au moment du début de la guerre du Liban. Et j'ai vu comment les armes arrivant des deux côtés pour entretenir les conflits, on pourrait presque dire que les vendeurs d'armes, en définitive, profitent des conflits et même non seulement les alimentent, mais peut-être les provoquent. Non, ça on ne sait pas trop. Alors, On ne peut pas trop si, mais je vais revenir là-dessus. Ils en profitent, c'est sûr. Alors, il y a en tout cas dans le cas du Yémen, on s'est beaucoup posé la question. Pourquoi? Parce que quand on étudie la stratégie de Total au Yémen, on s'aperçoit que Total achète des blocs énergétiques dans les zones en conflit du Yémen qui varient au cours de l'histoire. Par exemple, il va y avoir un conflit entre le nord et le sud du Yémen à un moment donné, effectivement, dans l'histoire du Yémen, en 90, et Total va acheter un bloc entre le sud et le nord. Il va y avoir un coup d'État au sud Yémen, et Total va acheter un an plus tard un bloc énergétique, un secteur où il explore, hein, en théorie, du pétrole, à Aden, la capitale du Yémen du Sud, qui est en proie à ce changement de régime. On va avoir sous Mitterrand en 88, Elf qui va acheter des blocs entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, des blocs situés au nord du Yémen. Et Loïc Lefranc-Prigent, le dirigeant de Elf, dit on achète ce bloc pour faire pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'elle soit un peu plus en accord avec la politique française et moins pro-américaine. Voilà. Donc, on voit bien qu'en fait, on passe aussi par des